à l'approche. Veuillez vous assurer de ne pas oublier vos bagages. Embarquement immédiat pour ces voyageurs dans la navette de Roissy-Charles de Gaulle. Décollage imminent pour tous, sauf pour Jacqueline, 78 ans, un peu blasée par les voyages. Mexique, Maroc, Tunisie, Canada. D'accord, vous voyagez? Oui, j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé, ça y est, c'est bon. J'ai perdu mon mari, ça fait plus pareil. Jacqueline est veuve depuis 2012. 3 enfants élevés dans un pavillon de la banlieue parisienne, puis une retraite bien méritée après une carrière faite de petits boulots. Couturière à domicile, livreuse de journaux et même bagagiste ici pendant 4 ans. Moi, je travaillais où il y a le truc, là, là-bas, sur les pistes. De Roissy, de Air France. Jacqueline nous raconte qu'il y a 6 mois, elle a été victime d'un escroc. Il lui aurait pris toutes ses économies et sa maison. Elle est aujourd'hui sans domicile fixe à l'aéroport. Être dehors, c'est risqué quand même. Hein. Ici, quand même, c'est une garantie. Hein. Si vous êtes dehors, qu'est-ce qu'on fait? On peut vous assassiner, on peut vous faire n'importe quoi. Eh oui, hein. Depuis 2 mois, elle vit au terminal 2D. Ses enfants habitent en province. Jacqueline ne les a pas mis au courant de sa situation. Voilà mon domicile. Mais où quelle est cette radio? Il n'y a pas de raison que je ne trouve pas, attends. Son domicile, comme elle dit, elle le partage avec Eddy, 64 ans, un chômeur SDF lui aussi. Leur vie tient dans ces 4 valises posées sur un chariot. L'une d'elles leur sert de garde-manger. C'est la Croix-Rouge qui nous donne. Il n'y a que ça, hein. La société Aéroport de Paris a permis à la Croix-Rouge de faire des maraudes dans les terminaux. Nous avons sollicité ADP pour suivre l'une d'entre elles. Regarde si c'est ça. Aucune réponse ne nous a été donnée. Allez, la radio. C'est 4 cavettes, Pourtant, dans le 2e aéroport d'Europe, avec ses 70 millions de voyageurs annuels et ses 300 destinations desservies, quand on s'attarde un peu, quand on prend le temps de regarder autour de soi, on remarque certains passagers qui ne semblent aller nulle part avec leur chariot trop chargé. Il y aurait près de 150 SDF installés à Roissy-Charles de Gaulle. Des invisibles, au milieu du flot de passagers. Nous avons suivi leur quotidien plusieurs jours. Comment vivent-ils? Comment ont-ils investi les terminaux jusque dans les sous-sols dans lesquels ils circulent librement? Tolérés par la société Aéroport de Paris, ils ont fait de ce lieu leur refuge contre la misère pendant quelques semaines, quelques mois, voire plus de 10 ans pour certains d'entre eux. Bon, c'est pas la vie de rester ici, mais enfin, il y a... Madame, il faut ajouter que les gens sans voisin vivent longtemps. Les gens sans voisin vivent longtemps. Comme dans la rue, près de la moitié d'entre eux seraient atteints de troubles psychiatriques. Ah, il y a des cas, hein. Eddy et Jacqueline disent être là provisoirement, le temps d'obtenir un logement. Ils ne sont pas en couple, mais à 2, c'est plus facile. L'un peut garder le chariot pendant que l'autre part faire des courses au terminal d'en face, quand les provisions de la Croix-Rouge ne suffisent plus. Ce qu'il faut, là, il y a la pharmacie. Oui, il y a tout, là. C'est plus vivant ici que là-bas, hein. Ce relais de presse possède un rayon épicerie pour les dépannages de dernière minute. Un chorizo pas trop fort. Alors, fort. Le tout au tarif aéroport, presque 2 fois plus cher que dans une supérette en ville. Tout est cher, hein. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire? Faut bien qu'on mange. 2 baguettes, un camembert,
Bonjour. et un pâté en conserve. 6,50. Au revoir. En ce moment, Jacqueline survit grâce à l'aide d'Eddie, son compagnon d'infortune. Prendre des serviettes parce que sans ça... Voilà. Il partage avec elle son RSA, car il n'est pas question pour la retraitée de faire la manche, contrairement à d'autres. Jeune homme, bonjour. Vous parlez français? Oui. Pardon de déranger, en fait, je suis SDF. Je cherche juste un peu de monnaie pour essayer de boire un café ou... Au terminal des longs courriers, Je suis vraiment à fond. Jérémy, un Belge de 36 ans, commence sa tournée du matin. Ah, mais c'est gentil. Merci beaucoup. Est-ce que juste vous savez où il est le RER ou pas? Oui. Ouais. C'est très simple, hein, c'est pas compliqué du tout. Si ce SDF connaît bien l'aéroport, c'est parce qu'il y vit depuis 6 ans. Bonjour, monsieur. Je peux vous demander une cigarette, c'est possible? Non, c'est 3. Ah, ben c'est gentil. Je vous remercie beaucoup. Toujours très poli, Bonne journée, au revoir, monsieur. Bon voyage. en un rien de temps, chaque jour, il assure sa consommation de cigarettes. Voilà, ici, bon, j'ai un monsieur qui m'a donné un restant de paquet, 3 cigarettes. Mais c'est bien, c'est déjà bien. Des fois même, des gens qui ont pris des cartouches dans l'avion parce que c'est moins cher, ou alors dans un autre pays où c'est moins cher. C'est déjà arrivé, ben écoute, tiens, prends un paquet de clopes. C'est déjà arrivé aussi. À aucun moment de sa manche, il ne sera inquiété par la sécurité. Et c'est tant mieux pour lui, car à l'aéroport, les touristes sont plutôt généreux. La plupart du temps, c'est des billets de vin, ça va bien. Pas tous les jours, mais une fois tous les 2-3 jours, j'en ai quand même un. J'en ai fait 2 sur la même matinée en 1 heure de temps, au terminal C. Et 20 minutes après, encore un autre, en bas à l'arrivée. Ah ben super, ben c'est gentil. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au bout d'une heure, le compte est bon pour Jérémy. Un demi-paquet de tabac à rouler, 8 cigarettes et une trentaine d'euros qui viennent s'ajouter à ses économies. 3 jours de manche. Quand il y a des pièces, je les change. Ça vient que de la manche. hein. Il y a là 120 euros. Je n'ai aucun autre revenu que ça pour m'en sortir. Jérémy arrive à mettre de l'argent de côté parce que ses courses ne lui coûtent rien. Son repas, il va le trouver après une simple porte à tirer. Elle donne librement accès au sous-sol de l'aéroport. Cet espace n'est pas prévu pour les voyageurs, mais pour le personnel des sociétés de sous-traitance, ménage, boutique ou restauration rapide. Voilà, vous pouvez venir avec moi. Pas besoin de badge, aucun panneau d'interdiction. C'est une zone dans laquelle Jérémy vient chaque jour. Ici, on est sur la route de service. La livraison passe par ici. Pendant notre tournage, à aucun moment Jérémy ne sera contrôlé dans ces coulisses de l'aéroport. Nous circulons librement dans ces kilomètres de galeries souterraines, tout à côté d'une zone de tri des bagages. Ici, nous allons arriver dans une première partie où il y a les bennes. Qui vont Les bennes, ensuite jeter- c'est là où sont jetés les déchets des magasins d'alimentation du terminal. Jérémy ne se cache pas auprès de ses employés qui semblent habitués à sa présence. Il ne peut y avoir aucun lien qui doit se construire entre un membre du personnel et un SDF. Ils sont même interdits des fois de parler aux SDF. Il est midi pile, C'est- et c'est cette femme et son chariot de poubelle que Jérémy attend chaque jour à la même heure. Et là, il y a un bon sac. Je le vois d'ici, j'ai les yeux braqués dessus. Voilà, déjà là. Hop. Pour moi, à partir du moment où ça a été jeté, j'ai le feu vert. Voilà. Personne ne l'empêche en tout cas de récupérer ce qu'il souhaite. Bien sûr, je récupère tout ce qui est fermé. hein. Ça, voilà. Paquet de poulet, tout ça, je récupère. Là, ici, il y a un plat chaud. Ça, c'est déjà très bon. Je regarde la date. Je récupère. Au-delà de 2 jours de péremption, Jérémy préfère ne pas récupérer le produit. Oh putain, mais faut chier. C'est tout écrasé. hein. Oh merde. On dirait qu'ils le font exprès, quoi. J'ai une soupe qu'on va pouvoir délicieusement manger ce soir. Alors, le petit dessert, ça fait du bien aussi. Une bouteille de soda, je récupère. Je suis déjà très content de ce que j'ai récupéré ici.
Et en 10 minutes, Jérémy repart avec un plein de courses. On y va. Que des plats prêts à manger, dont certains qu'il ira même réchauffer dans les fours micro-ondes des magasins qui les ont jetés. Une vie routinière de SDF dont Jérémy semble s'accommoder, même s'il passe ses journées à croiser des voyageurs en partance pour les 4 coins du globe. Ça m'est déjà arrivé d'être... Alors, qu'est-ce que j'aimerais être à sa place, quoi. Et là, vous iriez où, là? Barcelone, j'ai déjà été. Madrid, c'est pas très... Alors, il y a une destination qui me plairait bien, ce serait Malaga, par exemple. Et Copenhague. Vous espérez y aller un jour? Oui, oui. Voilà. En attendant, Jérémy a élu domicile au terminal 2F dans la zone départ, près du coin business et de ses mini-bureaux. Voilà. Vous voulez pas un moment pour goûter? Il a été rejoint récemment par de nouveaux, Gabi, une SDF allemande, Un moment. et Arkady, 32 ans, qui vit à Roissy depuis seulement 2 mois. Ce jeune Français se présente comme un agent pour mannequins qui vivait encore tout récemment à Londres, dans les paillettes et le glamour. Une petite chaussure Louis Vuitton, petite chemise Burberry. On était bien. On était bien. Maintenant, regarde, on m'a donné ça aujourd'hui. La femme, elle avait tellement pitié de moi, elle m'a dit, vous avez même pas d'eau? J'ai dit non, elle m'a acheté une bouteille. J'ai acheté des chaussures à 500 €. Maintenant, une bouteille d'eau, je peux pas. Arkady s'est retrouvé à la rue, dit-il, du jour au lendemain. Alors qu'il était en voyage d'affaires, sa fiancée l'aurait quitté. Elle lui aurait tout pris. On n'était pas mariés. C'est tout comme, hein. On avait les comptes en commun. Voilà. On était quoi, depuis 2014, presque 5 ans ensemble. Et ma famille, ils voulaient pas que je sois avec elle. Donc le jour où mon père m'a dit, écoute, tu peux pas être avec elle, c'est elle ou nous, j'ai choisi elle. Et le jour où elle m'a tout pris, j'ai dit à mon père, voilà, je suis désolé, j'ai fait une erreur. Et mon père, il m'a dit, j'en ai rien à foutre, je te connais pas. Sans ressources, bloqué à l'aéroport, il attendrait maintenant un arrangement financier avec son ex-compagne. Pour l'instant, il survit et subit ce qu'il considère comme une dégringolade sociale. Quand t'es un voyageur, c'est pas pareil. T'es un voyageur, t'es le roi. Bonjour monsieur, ça va, on peut prendre vos affaires. Nous, rien. Vous êtes au bas de l'échelle sociale de Roissy-Charles de Gaulle, c'est ça, on peut dire? En dessous du bas, il y a le bas de l'échelle. Je dirais que le bas de l'échelle, je dirais, c'est ceux qui travaillent comme femme de ménage et tout. Eux, je dirais, c'est le bas de l'échelle. Ils parlent pas très bien français. Nous, on est bien en dessous. Tu creuses, et on est en dessous. D'ailleurs, entre personnes du dessous, une solidarité s'est mise en place. Cet agent de nettoyage, par exemple, laisse derrière lui un petit cadeau trouvé dans les zones d'embarquement. Une petite bouteille de mousseux. Tu vois, il me garde des choses, quand il me voit, il me donne. Il a nettoyé, il a posé juste à côté, discrètement. L'autre avantage, dans un aéroport, c'est le Wi-Fi gratuit. Vous n'avez pas oublié vos sacs, non? Vous avez tout ce qu'il faut. Encore faut-il pouvoir charger ses téléphones et l'ordinateur. Ici, les prises électriques sont aujourd'hui hors service. Il faut changer de terminal. J'aurais dit OD, mais il y a plein d'autres SDF et tout ça qui occupent les sièges. Et c'est pas bon, le D. Un voyage à pied de 10 minutes vers le terminal 2C que Jérémy connaît très bien. Voilà, ici. Tu vois, c'est ça que je cherche. Directement là, à l'entrée USB. Ouais, mais il n'y a que l'USB, je crois, qui marche. Oh putain. Il y a toujours quelque chose, toujours quelque chose. Ah, celui-là aussi, il marche. Alors c'est que c'est la prise là qui ne va pas. Ah ben ça va, on est bon. Quand tu viens à l'aéroport, les chargeurs, les plugs, c'est ce que tu cherches toute la journée. Charger ton téléphone, charger ton ordinateur portable. Tu cherches ça et tu ne bouges plus quand tu l'as trouvé. Et ici en plus, comme je disais, tu as un appui si tu veux faire ton somme pour mettre bien ta tête contre le mur, ça qui va te permettre de bien faire ta sieste. Jérémy a une vie de SDF millimétrée à l'aéroport. Il en connaît les moindres recoins, tous les bons plans pour un confort minimum. Pour aller se laver, il traverse le terminal 2 avec sa serviette et sa trousse.
et il va au fond, à l'entrée des toilettes pour femmes. Voilà, c'est ici. Dans la pièce normalement réservée aux mères et à leurs nourrissons. Ça, c'est des toilettes normalement conçues pour longer les bébés. Donc, ce qui fait qu'il y a de l'eau chaude ici. Il y vient environ tous les 2 jours. Je rentre exprès là, j'en profite. Comme l'eau est chaude, de me laver les cheveux. Me laver aussi de temps en temps. Voilà. Cet ancien saisonnier dans la restauration est arrivé un peu par hasard à l'aéroport. Contrôlé sans titre de transport dans le TGV Nice-Bruxelles, il a été débarqué à la gare Roissy-Charles de Gaulle. C'était il y a 6 ans. Me concernant, oui, j'ai pas vu les années passées. Tiens, ça fait déjà 6 ans, bon, 1 an, déjà 2 ans, déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Oula, là, il faut se sortir déjà de ce cercle vicieux. En fait, l'aéroport, il y a quand même un minimum de confort qui n'aurait pas dans la rue. Donc l'SDF qui a passé l'hiver au froid aura beaucoup plus envie de s'en sortir pour l'année suivante que l'SDF qui vit à l'aéroport. Les seuls moments que Jérémy passe en dehors de l'aéroport, c'est quand il va voir ses 2 enfants en Belgique. Sa famille le croit toujours saisonnier dans le sud de la France. À Roissy, quand les derniers vols de nuit se préparent pour le décollage, que les derniers passagers de la journée débarquent aux arrivées, les SDF cherchent à s'endormir dans des endroits discrets. La sécurité de l'aéroport a pour ordre de les déloger quand ils s'allongent la nuit dans le terminal. Arkady, lui, tente de négocier son sommeil quand il croise les agents. Il y a 2 heures, tu seras en bas. Je suis là, tu vas Voilà. Si les agents le trouvent en train de dormir, ils le mettront dehors comme les autres. Sympathique. Et Arkady devra attendre la fin de la ronde pour se réinstaller au chaud. Qui c'est que j'emmerde par terre? Personne. En réalité, les SDF de Roissy sont rarement dérangés pendant la nuit et peuvent dormir à point fermé. Il est 23h. Eddy a laissé Jacqueline pour s'allonger dans le couloir qui conduit au TGV. La retraitée, elle, au vu de son âge, est tolérée sur les sièges, les pieds sur ses valises. Si je dors comme eux, là, je peux plus me relever. Hein. Gabi, la SDF allemande, a dégoté la seule banquette sans accoudoir de l'aéroport qui permet de s'y allonger. C'est pas possible. Jérémy aurait bien voulu celle d'à côté, mais elle est déjà prise. Il va devoir se coucher par terre. Ce soir-là, les agents de sécurité laisseront les SDF du terminal 2F dormir toute la nuit. D'autres n'ont pas ce problème. Les sous-sols regorgent d'endroits bien cachés. Dans ce renfoncement qui jouxte un local électrique, des Roumains ont fait leur maison. Avec un lit, une table de nuit et plusieurs chariots chargés d'objets ménagers. Georges gagne sa vie depuis 5 ans à Roissy en portant les bagages des passagers contre quelques euros. C'est illégal, mais pour faire plus sérieux, il a récupéré ce badge des grands magasins. Depuis plusieurs mois, il s'est installé ici, dans ce squat. Et malgré le bruit, il n'a jamais été inquiété. Les gens qui passent, ils disent rien. Pour plus d'intimité, il s'est même fait une porte. Certains squatteurs ont mis de la moquette par terre. Et quand ils sont allongés, ils entravent l'accès à un local technique. Le personnel de l'aéroport leur fait savoir par voie d'affichage qu'ils doivent libérer les lieux. Tout près des quais de livraison, d'autres SDF préparent un sauté de porc sur une cuisine improvisée. Faire de
manger. Faites à manger là? Oui. Ah ouais. Leur réchaud est posé sur un chariot qu'on utilise d'habitude dans les avions pour transporter les plateaux repas. Un peu plus loin, les maîtres des lieux, 2 SDF, Bagou, 20 ans d'aéroport, et Bilal, ici depuis 8 ans. Ils se sentent tellement chez eux qu'ils font même le ménage pour que ça reste propre. En survie à Roissy, c'est bien de connaître des gens aussi. Ils donnent un coup de main aux membres du personnel et ils leur font même la bise quand ils arrivent. Des employés bienveillants qui laissent Bilal et Bagou se servir dans ce sac, par exemple, rempli de sandwichs. Ça, un vendu. Allez, il a mangé. Et là... Tu peux mettre un télé, s'il te plaît? Ouais, mais il est lourd, on vient en perdu. Le sac partira finalement à la poubelle. Il y a trop à manger en fait. Non, je mon plat là. Ce que Bagou et Bilal attendent, ce sont les chariots qui vont arriver par ce portique électronique. Ils ne peuvent pas le franchir. Juste derrière, ce sont les zones d'embarquement, beaucoup plus sécurisées, et il faut un badge pour y accéder. Ce chariot orange en revient tout juste. Là, il y a un électron. Dans ce sac, une mine d'or pour Bilal. C'est douche, c'est pas avec tout ça. Il est plein là? Non, la moitié, il doit être à peu près là. Des shampoings, des cosmétiques, des liquides interdits en cabine et confisqués par la sécurité juste avant d'embarquer dans l'avion. Il y a aussi ces petites bouteilles de vin qui suscitent la convoitise d'un autre SDF. Oh, Gégé, c'est pas un bistrot ici, hein. Ok, no problème. Si Gégé va les boire tout de suite, Bilal, lui, va tout stocker dans des valises. Saké. Encore de la bière. De la bière turque, Du thon blanc. du soda péruvien, C'est comme le cognac, mais c'est pas du cognac. des mignonnettes d'Armagnac, Ouais, peut-être Armagnac. Ça, c'est du miel, ça vient d'Israël. de la pâte à tartiner italienne, du fromage hollandais. Tout cela, il nous montrera comment il le vend au sein même de l'aéroport dès le lendemain matin. Ce qui lui rapportera le plus d'argent, ce sont ces bouteilles de Bordeaux. Bonjour, j'ai trouvé un Margaux année 2000. Ah oui? Tu l'as vendu ou tu l'as... Ah oui, je l'ai vendu tout de suite. 5 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros et 100 euros. Ça fait déjà 25 euros là. Bilal et Bagou resteront là toute la nuit, à attendre les bennes et leurs précieux chargements. Au petit matin, à Roissy-Charles de Gaulle, ce sont les policiers qui réveillent les SDF du terminal 2. Bonjour, police. Vous décalez, madame, s'il vous plaît, pour des raisons de sécurité. Ils évacuent un périmètre autour d'un bagage abandonné. Allez-y. Au deuxième sous-sol, Bilal et Bagou n'ont pas fermé l'œil de la nuit. C'est bon. Un bagou, ça baisse. Ils l'ont visiblement passé à boire une partie du contenu de leur valise. Ils sont ivres. Des employés tentent de les calmer et les séparent. C'est bon, vous êtes des potes, là. C'est seul que Bilal ira finalement revendre le contenu de sa précieuse valise. Très éméché, il essaye de sauver les apparences, avec plus ou moins de succès, pour rejoindre sa clientèle. Les chauffeurs de taxi au-dessus de la gare TGV. Ça va, qu'est-ce que tu Dis mon gars. Je suis fatigué aujourd'hui. Ici aussi, tout le monde connaît Bilal. Alors quand il cogne son chariot contre une voiture,
Il est rapidement pardonné. Le plus important pour les chauffeurs, c'est de savoir ce qu'il a dans sa valise ce jour-là. Eh, les bouteilles, c'est 5 €. C'est 1 €. Voilà, merci bien. Les prix défient toute concurrence. Non. Ça, c'est saké. Saké. Bilal sait que nous filmons en caméra cachée. Il ne cherche pas à dissimuler son petit business qui lui permet de survivre. 1 €. Ses clients, les chauffeurs, connaissent la provenance de cette marchandise. C'est les gens qui veulent, quand vous êtes dans l'avion, en fait, avant de prendre l'avion, vous avez des produits, vous les mettez dans une boîte. En fait. Après, les SDF, ils vont les récupérer. La dernière fois, il a ramené du whisky, il a ramené de JB, mais tout propre et tout. C'est des SDF. Ça, c'est pas possible. Ça permet de les aider ici. Mais légalement, acheter ces produits, c'est du recel. Bon, merci bien. En une quinzaine de minutes, Bilal écoule une partie de sa marchandise. Il repart avec 20 € en poche. Il est 11 h du matin. Le sans domicile fixe va se coucher au fond d'un couloir dans les sous-sols. Un local électrique qu'il occupe depuis 3 mois, sans être dérangé. Bilal dit avoir travaillé dans la restauration, chef de rang dans plusieurs restaurants chics à Paris et à l'aéroport avant de se faire licencier. À cause de l'alcool, et je buvais trop. Et en temps, je prenais une bouteille d'alcool, je cachais à côté. Une fois le service fini, j'ai au moins 2 bouteilles d'alcool dans mon sac. Et c'est pas une fertile. Okay. Comme il refuse alors d'être un poids pour sa famille, Bilal s'installe à Roissy. Comme d'autres SDF, il se construit une vie avec un minimum de confort. Ok, il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Tu peux imaginer la place là, hein? Le squat que j'ai là, est-ce que tu imagines que moi, je suis là? Il affirme que sa famille est au courant et que parfois même, elle lui rend visite à son domicile, terminal 2E. Je suis bien. Juste au-dessus, dans la zone départ, il y en a un qui compte bien vivre ses dernières journées à l'aéroport. Arkady, celui qui se présente comme un agent de mannequin. Pour vous booker, voilà, c'est ce que je dis, on va chercher vos atouts. Donc vous avez déjà une jolie poitrine, vous avez des jolies jambes, s'il peut y avoir les jolies fesses pour la lingerie, le body painting, c'est comme ça qu'on va vous booker, quoi. Il a mis la veste, comme au travail. Il aurait reçu une bonne nouvelle. Ouais, non, Un virement devrait arriver très vite sur son compte en banque et lui permettre peut-être de retourner à Londres. Maintenant que je sais que je rentre lundi, ben je recommence. C'est-à-dire j'envoie un message à tous les bookers, je rentre lundi, donc je suis là. Donc on m'a déjà donné 11 dates de shooting en avril. À moi de trouver les mannequins maintenant. Donc il y a, ben voilà. L'argent mettra finalement plus de temps que prévu à arriver. Ah, Maëva ? S'il arrive un jour. Arkady devra encore patienter avant d'embarquer et de quitter la communauté des SDF de Roissy-Charles de Gaulle. Sur le parking de la fac de Montpellier, tous les mercredis après-midi stationne un bus attendu par de nombreux étudiants. Est-ce que tu veux quelques pommes de terre? Oui, s'il te plaît. Des compotes de pommes. Ok, ouais. Le Secours populaire organise une distribution de nourriture réservée à tous les jeunes du campus qui vivent avec moins de 10 € par jour. Du concentré de tomate? Oui. Voilà, mademoiselle. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Quelques produits frais. J'ai 2 pommes. Oui, s'il vous plaît. Mais surtout des denrées alimentaires de base. 1 litre d'huile. Ouais, j'en ai pas. C'était sur ma liste de courses en plus, donc ça tombe bien. 1 litre de lait. Ouais, je veux bien, s'il vous plaît. Après, c'est au choix, ou des pâtes ou du riz. Pâtes. L'équivalent de 25 € de course. Voilà, à dans 15 jours. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Contre une participation de 2 € maximum. En un mois,
Plus de 100 étudiants se sont déjà inscrits. Parmi eux, Laureline et ses camarades de classe. Vous avez eu quoi, vous On a eu des légumes. Des légumes et des pommes. Des patates. Heureusement, j'en ai pas eu. T'as pas eu de légumes? J'ai des pommes de terre. Elles sont toutes issues d'un milieu modeste et doivent apprendre à se débrouiller pour subvenir à leurs besoins sans l'aide de leurs parents. De la sauce tomate, du lait. Silane, 18 ans, vit avec moins de 3 € par jour. Ça marche. Ça fait un moment qu'on nous dit en étant étudiant, tu vas un peu galérer, tu vas manger des pâtes. Ah oui, c'est ça. Pâtes à la crème, pâtes au fromage et pâtes à la tomate. Grosse variété. Trouver toutes les combinaisons possibles pour manger ces pâtes, donc ça devient un peu lourd à la fin. On a un peu dégoûté des pâtes, mais là du coup on est content d'avoir des pommes et des trucs un peu plus frais. Ses parents, divorcés, ne peuvent pas vraiment l'aider. Ma mère pour l'instant elle est en recherche d'emploi, donc ouais forcément ils ont galèrent un peu, surtout que je suis pas la seule enfant. Je suis pas la seule enfant qui fait des études, et donc forcément pour nourrir tout le monde, pour donner de l'argent à tout le monde, ouais c'est plus compliqué. Comment mener à bien des études quand les parents ne peuvent pas les financer? Montpellier est l'une des plus grandes villes universitaires de France. 50 000 étudiants, dont plus de 40% de boursiers. Le montant de ces aides varie en fonction du revenu des parents, mais elles s'avèrent souvent insuffisantes. En France, 20% des élèves de l'enseignement supérieur vivent sous le seuil de pauvreté. Un quotidien, parfois, à quelques euros près. Silane étudie les sciences avec sa copine Laureline. Toutes deux ont intégré une filière très sélective qui les prépare au métier d'ingénieur. Je vais noter delta L qui est égal à X. C'est un déplacement. Silane a 30 heures de cours hebdomadaires et presque autant de travail personnel. Impossible pour elle de prendre un job étudiant. Conservative, c'est une force. Pour vivre, elle touche 200 € de bourse et autant d'aide au logement. Une fois payé son studio dans une résidence universitaire, il ne lui reste que 100 € par mois. Son amie, Laureline, est dans la même situation. Oh non, ça n'a pas une super tête. Alors pour les repas, Ça a pas la tête que ça devait avoir. les deux copines ne peuvent pas se permettre d'aller au restaurant universitaire. Elles apportent leur tupperware, qu'elles mangent froid. Très cher par rapport à là où on va le chercher, mais... Resto U, c'est pas cher. Ça fait un repas complet. C'est pas cher, ça fait quand même 3 €. Avec 3 €, ça me fait 2 repas, voire 3 quoi. Si je les cuisine chez moi. C'est 3,25 €, effectivement, un repas équilibré, etc. Donc en soi, c'est extrêmement rentable, ils pourraient pas faire moins cher. Mais manger midi et soir au restaurant universitaire, tout de suite, ça fait 3,25 € x 2 fois... Bon, 5 si on compte pas le week-end, quoi. Mais si, mettons qu'on rentre chez nous ou quoi que ce soit, mais ça fait quand même tout de suite un budget. La purée, ça a dû me revenir à quoi, 15 centimes max. Ouais. On essaie de grappiller l'argent où on peut, quoi. Manger pour moins d'1 € à chaque repas, c'est toute une organisation. Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu veux que je t'explique en fait? Très bien aujourd'hui, je trouve, c'était un talent. Les filles testent les différents supermarchés de la ville à la recherche des produits les moins chers. Silane ne peut dépenser que 15 € par semaine. Du fromage. Ouais. Elle scrute chaque étiquette pour trouver les prix au kilo les plus bas. 6 € le kilo. Je pense que je vais prendre ça. C'est l'un des moins chers. Au kilo. Soi-disant, ils marquent des petits trucs comme ça en mode de réduction prix choc. Mais en fait, du coup, ça attire l'œil, mais c'est pas du tout le moins cher au kilo. Et ça, quand on regarde, c'est 6 € le kilo. Du coup, même si les fines herbes, c'est pas trop mon truc, je vais en prendre parce que maintenant, le goût, de toute façon, je me rends compte que j'aime les choses que je n'aimais pas avant. Tout de suite, ça débloque. Tu les payes. Hein. Clairement, voilà. Donc, bon, tu les apprécies. Je les apprécie. Donc, ouais, je vais prendre ça, de toute façon. Au rayon des fruits et légumes, les choix sont tout aussi pesés. Uniquement un poivron pour Silane. Et pour Laureline, les carottes, le produit le moins cher du rayon. J'ai fait une overdose de carottes, j'en ai marre. Souvent, on voit des réductions sur les gros paquets de carottes, de genre 2-3 kilos. Et on les prend parce que c'est des réductions, c'est pas très cher. Et le problème, c'est qu'on se rend compte après qu'on est toute seule à les manger. C'est ça. Donc pendant plusieurs semaines, on mange des carottes. Dont certaines qui commencent à pourrir. Et du coup, on les mange quand même. Et on les mange quand même. Mais voilà, c'est pas grave. Parce que je les ai payés, donc je vais les manger. Exactement. Ah non, ça va. Pour finir, un rayon que les filles ne visitent pas souvent.
Ouais, mais après, c'est la viande. Donc, Ah oui, la viande, alors ça c'est tendu. Parce que... Ça, c'est pas le même monde. Silane n'achète de la viande qu'une fois par mois. C'est bien ça, non? Ouais, c'est bien. Ça représente quoi dans ton budget? Ça, ça représente... c'est un peu la petite folie du truc, quoi. J'en prendrai pas 2, mais au moins, je sais que j'aurai ma dose de protéines dans le mois. Comme d'habitude, le budget est respecté. Ça fera 13,46 € s'il vous plaît. Les deux copines en ont pour 5 années minimum à ce régime-là. 5 années d'études à se serrer la ceinture. Pour tenter d'améliorer leur quotidien, certains étudiants cumulent cursus universitaire et petit boulot. Et ce n'est pas de tout repos. J'ai dû choisir mes horaires de cours en fonction de mon travail. Et du coup, j'ai plus trop le temps pour moi à côté de ça. À 18 ans, Yola étudie l'anglais et l'italien. Sa mère est éducatrice, son père formateur en menuiserie. Il lui paye son loyer, mais pour tout le reste, Yola ne peut compter que sur sa bourse de 100 € par mois. Alors comme 20% des étudiants, elle est salariée à mi-temps. Elle travaille au restaurant universitaire où déjeunent 1400 personnes. 1400 plateaux à vider. Un poste en coulisses, à l'abri des regards. J'ai pas envie de croiser des gens que je connais pendant que je suis sur mon lieu de travail, pendant que je travaille, alors qu'eux, ils viennent manger avec leurs amis. Moi, je suis en train de bosser pour... Ouais, donc non, c'est pas cool. À la plonge, tous ses collègues sont étudiants. Ce job, à côté du campus, est pratique, mais la cadence est soutenue. En plus de son contrat le midi, ça me forge. Yola se porte toujours volontaire pour des heures supplémentaires. Chamise demain, Yola ce soir. Oui. En plonge avec Thomas, 19h15, 21h15. La jeune femme travaille entre 8 et 15 heures par semaine, payée au SMIC horaire. Pour le mois d'octobre, elle a touché 353 €. Ça va me sauver le mois, donc oui, j'en suis contente. En plus de son salaire, Yola peut manger gratuitement à chaque service. C'est toujours ça de prix. Mais parfois, elle n'en a même pas le temps. Entre la fac et le boulot, le rythme l'épuise. La semaine dernière, elle a été arrêtée 2 jours par son médecin. J'étais à 8 de tension et j'étais au bord du malaise tout le temps en fait. J'avais des démons, enfin mon corps, j'avais des bouffées de chaleur, je tenais plus du tout le rythme. À 14 h, Yola repart pour la fac. Moi j'ai un quart d'heure de retard. Des fois c'est compliqué d'accrocher au cours parce que j'ai pas trop de transition en fait. Je vais prendre des notes et puis après il faut que je relise mon cours parce que j'aurais rien retenu. Travailler pendant ses études Quand je lis une lettre de motivation, n'est pas sans conséquences. Les étudiants travaillant à mi-temps ont un taux d'échec presque 2 fois supérieur à ceux qui ne travaillent pas. Yola appréhende des partiels qui commencent dans 2 semaines. Mais c'est seulement à 22 h, après son service du soir, que la jeune femme peut enfin se consacrer à ses devoirs. En milieu de semestre, elle a déjà échoué dans certaines matières. C'est compliqué à gérer les deux en même temps. J'essaye de me dire que ça va et tout ça, mais il y a des jours où vraiment j'en peux plus. Et je me dis que si ça me fait louper mes études, ça me saoulerait en fait.
C'est qu'est-ce qui se passerait du coup? Bah, du coup, ça ferait que j'aurais fait pas tout ça pour rien, parce que... Enfin, si j'aurais fait tout ça pour rien, en fait. J'ai que 18 ans et c'est dur. C'est dur à gérer. J'ai des courbatures. Oh. Pour d'autres étudiants, l'échec n'est même pas envisageable, car ils se sont lourdement endettés, simplement pour pouvoir étudier. 6h30, Chloé commence sa journée. Pour réussir, elle s'impose une hygiène de vie irréprochable. Ça commence bien ma journée. Je commence ma journée en faisant quelque chose pour moi. Enfin, après, dans la journée, en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas d'autre temps pour moi. Jusqu'à 11h du soir. Pourtant, même pendant le sport, Chloé révise. Car elle a contracté pour ses études un prêt de plusieurs milliers d'euros. Chloé est en première année de master dans cette école de commerce. Pour ça, elle a dû passer des concours et s'est inscrite dans une section exigeante. Tous ses cours sont dispensés en anglais. So, fair inequality and unfair inequality. Ce cursus lui coûte 8 000 € par an, auxquels s'ajoutent les frais d'une année scolaire qu'elle effectuera à l'étranger. Cette charge, les parents de Chloé ne peuvent pas l'assumer. The dream of consummation. Ils sont divorcés et seul son père travaille. Alors à seulement 22 ans, la jeune femme a emprunté 45 000 € à la banque. Ça m'inquiète pas parce que je pense que c'est un bon investissement. Après, c'est toujours dans un coin de la tête. Et quand on fait une dépense, et surtout avec cet argent-là, que j'utilise même si c'est que pour les études, on sait que c'est pas le nôtre et qu'il va falloir le rembourser. C'est pas notre argent, c'est une dette. Chloé se sent en décalage avec le niveau de vie de certains de ses camarades. Car ici, il n'y a pas que les études qui sont coûteuses, il y a aussi les activités extrascolaires dans lesquelles les étudiants doivent s'impliquer. On va commencer par l'événement qui aura lieu le 28. Chloé est membre de l'association d'œnologie. Son groupe organise une dégustation de vin. Chacun devra payer 10 €, une somme anodine pour la plupart des étudiants, pas pour Chloé. Non, et moi je peux pas. Là, cette semaine, le 10 balles chacun, je peux pas. Quand même, ça reste une somme, hein, parce qu'une dégustation, c'est court, quoi. Donc on va dire 9. Ça fait 10 € par personne. Même, c'est pas qu'on est à 10 € près, mais un petit peu quand même. Et puis c'est un budget qu'on n'a pas prévu, c'est pas un budget nourriture, c'est un extra. On n'a pas envie d'être la personne qui embête tout le monde non plus. Donc on essaye de le faire avec, de dire ouais, moi je peux pas forcément, mais bon c'est le cas de beaucoup d'étudiants. Je suis pas la seule dans ce cas-là. Un budget, mais aussi un emploi du temps plus serré que celui de ses camarades de classe. Car pour couvrir ses dépenses quotidiennes, Chloé profite de chaque moment libre pour donner des cours particuliers aux 4 coins de la ville. Elle se déplace en voiture, achetée d'occasion par son père il y a 3 ans. Elle ne peut pas se permettre de perdre du temps dans les transports en commun. Avoir un emploi du temps aussi serré, c'est source de stress. Et c'est pas forcément reposant, c'est le plus dur en fait. C'est d'être tout le temps stressé, de pas arriver en retard, de pas... C'est pas forcément de travailler, c'est plus le stress. Ça va bien? Ça va et vous? Fraîchement. Tu veux pas la prendre? Sinon, prends-la pendant que je fais mon truc. Pour Mathieu, c'est espagnol et anglais. On fera l'anglais, c'est ça? La semaine dernière, t'as rien eu. Quand j'étais pas là. Un cours à 15 € de l'heure. Demasiadas. Ouais. C'est demasiadas parce que c'est nous. Imaginons que tu veuilles dire j'ai beaucoup de travail, mais genre t'en as vraiment beaucoup. Et là encore, Chloé doit jongler. À 20h, elle suspend sa leçon. Son école de commerce a programmé un examen collectif à distance, surveillé par webcam. Et là, il faut que j'ai au moins 10. Elle va plancher pendant 30 minutes. C'est un rattrapage, elle n'a plus le droit à l'erreur. Yeah. C'est fait. Voilà. On verra. C'est pas un rythme qui est supportable tous les jours. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments où je pète pas un plomb.
Mais bon, croise-les toi. À 22h, la jeune femme rentre chez elle. Sa journée a duré 16 heures. Chloé vit dans une résidence, en colocation, avec 2 autres étudiants, au mode de vie très différent. Dans l'appartement, les vestiges d'une précédente soirée. Ouais, franchement, je peux pas. J'ai envie, oui. Pas possible. La cohabitation est difficile. C'est dégueulasse. Non mais... Par exemple, ce samedi-là, moi je commence à 5h du matin, celui qui arrive, j'ai pas... Enfin, voilà, il va falloir que je me couche tôt. Donc s'il y a des gens, voilà, à minuit, je vais dire, bah voilà, faut baisser le son, faut se taire. C'est... Voilà. Moi, ça m'embête parce que j'ennuie. Et que je sais que étudiant, un samedi soir, à minuit, on n'a pas forcément envie de baisser le ton. Et en plus, ça me frustre parce que je peux pas participer. Alors Chloé va bientôt déménager. Elle a encore 3 ans à tenir à ce rythme avant d'être diplômée. Après ça, elle devra vite trouver un travail. Car elle va devoir rembourser son crédit, 850 € par mois, pendant 5 ans. Le cytoplasme, c'est tout l'intérieur, c'est donc l'ensemble. Et sur un dessin qui est en 2 dimensions, quelle est la relation qu'on est en train d'aborder? La photosynthèse. La photosynthèse, très bien. Le cours de biologie n'est pas encore terminé. Mais Nakib n'attend pas la sonnerie pour ranger ses affaires. Il a rendez-vous. Ce lycéen est originaire de Mayotte. Il est arrivé en métropole il y a 1 an et demi pour suivre un bac pro au lycée horticole de Niort. Une fois par semaine, il se rend au centre-ville. À 19 ans, Nakib est bénéficiaire des Restos du Cœur. Il est inscrit au centre Horizon, le plus grand centre de distribution des Deux-Sèvres. Ici, les étudiants qui doivent retourner en cours sont autorisés à passer devant tout le monde. Mais chez l'eau, tu fais 2 machines? Aujourd'hui, 1, je pense. Nakib fait sa lessive, mais il vient surtout pour faire ses courses. On est parti! On est parti. Alors. Cette année, le centre compte une quinzaine d'étudiants bénéficiaires. Merci. L'an dernier, il n'y en avait aucun. Avec vert, petits pois, lentilles, macédoine de légumes, tomates, maïs, champignons, pois chiches, ratatouille, purée, riz et soupe. Bon, je prends maïs. 1, 2, 3. C'est bon. Tu veux pas autre chose? Merci. Voilà. Ok. Les difficultés financières de Nakib ont commencé quand il a pris son appartement l'été dernier. Jusqu'ici, il vivait chez sa tante, à une quarantaine de kilomètres. Il n'avait aucun loyer à payer et recevait une bourse mensuelle de 340 €. Quand je suis venu à la métropole, j'ai profité d'acheter mon PlayStation, le télé, et puis mon micro, mes casques, mes montres, etc. Toutes mes petits gadgets que vous voyez là, voilà, mes caméras, etc. Désormais, sa bourse lui sert à payer son loyer de 216 €, ses factures d'électricité, son téléphone portable, Internet et ses vêtements pour l'hiver. De temps en temps, il va au supermarché, mais il n'y remplit jamais son sac. Les parents de Nakib sont séparés. Il voit peu son père et il ne veut pas demander d'argent à sa mère. À Mayotte, elle a encore 5 enfants à charge et ses revenus sont modestes.
Pour moi, la priorité, c'est les petits frères. Parce que c'est eux qui avantagent. Et moi, je suis déjà un peu... Adulte. Voilà, adulte. Donc, je laisse d'abord maman qui s'occupe d'eux. Moi, il n'y a pas de souci, j'essaie de me démerder. Des étudiants, des familles ou des retraités. Dans le département des Deux-Sèvres, depuis le début de l'hiver, ils sont déjà plus de 4000 à s'être inscrits. Et les files d'attente devant les centres ne font que s'allonger. « 4 heures du matin. À 68 ans, Christian s'apprête à passer des heures sur ce bout de trottoir. La température est proche de 0. Oh ben, des fois c'est pire que ça. Des fois les matins, ça il mouille à plein temps. Ou alors, il y a la gelée le matin et puis... Non mais là ça va, aujourd'hui. Il attend l'ouverture des portes des Restos du Cœur, prévue à 9 h. Ce retraité n'est pas le seul à arriver si tôt. Regarde, c'est dégueulasse. Vas-y, toi. Il y a Janine, Eric et Nathalie. Ah, tu vois bien que je t'avais dit, tu avais raison. Hein. Ouais, enfin quand même. Bonjour. Ça va? Et toi? Bonjour, toi. Ça va, toi? Ouais, toi. Ouais. Ils se sont rencontrés il y a 1 an, devant les portes du centre. Vous avez préparé le café, tout ça? Bah tiens, je l'ai fait, le café, moi. Ah, merde. Pourquoi, merde? T'as ramené les crêpes et tout? Il y en a plus, des crêpes. Ah là là. Pourquoi vous arrivez si tôt? Mais pour avoir la première place. C'est pour ça. Autrement, il y a trop de monde, alors, et puis, il y en a qui se battent, alors. Et comme ça, on rigole bien, on a une bonne petite équipe. Et pour vous, ça va vous réchauffer. Ouais. Donne-moi le sucre, s'il te plaît. Une cuillère avec. Christian, ex-conducteur de tractopelle, touche une retraite de 600 € par mois. Nathalie est agent de service par intérim et gagne 300 € par mois. Quant à Janine, elle touche une allocation veuvage de 400 €. Là, je commence à avoir froid. De quoi? Malgré le froid, il ne manquerait pour rien au monde ce rendez-vous qui rompt avec leur solitude. Je viens pour les réconforter, quoi. Passez un bon petit moment. On a besoin de réconfort? Ah ouais. Ouais. Ah oui, ça fait du bien. Il y en a qui sont tout seuls chez eux. Celui qui a des soucis d'argent, celui qui a des soucis de santé, d'autres choses, de plein de choses. Alors, racontons nos bêtises, en étant ensemble, ben voilà. On passe un moment, on oublie, puis c'est très bien. Parmi les habitués, il y a aussi Serge et Sabrina, bénéficiaires depuis 3 ans. Ça, on est à la fin du mois, hein. J'ai toujours dit. Début du mois, personne au Resto du Cœur. Fin de mois, bombé. Sabrina, 34 ans, ne travaille pas. Elle souffre de problèmes de dos. Ah, pardon, excusez-moi. Oh, c'est moi. C'est pas Serge. Serge, 55 ans, possédait son propre restaurant avant de faire faillite. Tous les Restos du Cœur. Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Il y a 3 mois encore, Serge refusait d'accompagner sa femme. 16, 17, 18. Pour lui, franchir cette porte qui donne accès à la cour des restos, c'était se confronter à une réalité qu'il ne voulait surtout pas voir. On a beau rire avec les gens, parler avec les gens, on n'oublie pas où on est. C'est impossible d'oublier où on est. Quand vous avez connu la vie, sans pour ça être millionnaire, mais quand on a manqué de rien, aujourd'hui, on manque de rien parce qu'on nous donne. On se trouve anormal. On se dit qu'on est... Ouais, on n'est pas des gens normaux. Le couple attendra encore 1h30 avant l'ouverture du centre. Et ça, on va le mettre aussi, là. À l'intérieur, les bénévoles aussi sont matinaux. Comme c'est le radio, ça, hop. Ils ont attaqué la mise en rayon à 7h30. Ah ben aujourd'hui, j'ai 216 familles. Non, 216 personnes. 216 personnes, 92 familles, 216 personnes. Donc moi, il faut que je mette tout ce qu'il faut là-bas pour 216 personnes. Mais il faut sortir les choux. On sortira les choux, on sortira tout ce qu'il y a dedans.
Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre qui s'occupe des choux. Ce père de 4 enfants, 7 petits-enfants et un arrière-petit-fils offre son temps à l'association depuis 18 ans. C'est bien, je vais les couper en deux parce que comme il n'y en a pas suffisamment, obligé de partager. Il y a beaucoup de demandes. Alors là, je vais les couper. Là, par contre, ils ne sont pas très... Mais c'est mangeable. On a regardé à l'intérieur, on a goûté nous-mêmes pour savoir si c'était vraiment bon à donner, parce que ça, on le mettra à la poubelle. Pas non plus donner n'importe quoi. À 73 ans, cet ancien ouvrier qui travaillait dans l'industrie chimique est présent quasiment tous les matins. Faut trouver une occupation après le travail. Après avoir travaillé pendant 35 ans, on se dit, bon, c'est le moment de... Faut continuer, parce que ça manque. C'est vrai, on arrive le matin, on a pris l'habitude de se lever, et puis... alors si on se laisse aller, c'est fini, après, on ne peut plus rien faire. Bon, ça y est, tout le monde est OK? Tout le monde est à sa place? On ouvre! Après 5 heures d'attente, Allez-y! les premiers arrivés peuvent enfin récupérer leur sésame pour accéder à l'aide alimentaire. D'accord. Voilà, madame. Un carton sur lequel figure le nombre de points accordés à chaque famille une fois par semaine. Merci, madame. Serge et Sabrina ont droit à 24 points, car ils sont 4 à la maison. Bonne fin de week-end. Eux deux et les 2 filles de Sabrina. Ouais. Des raviolis, s'il vous plaît. Une boîte de raviolis coûte 2 points. Je veux bien des couscous, s'il vous plaît, madame. 2 points aussi pour le couscous en boîte et 1 pour le thon. Je veux bien le rôti. Allez, 3 et 3, 6. Qu'est-ce que je vous mets? Je veux bien du sucre, s'il vous plaît. Derrière Sabrina qui fait son marché, Serge n'est pas très à l'aise. Du shampoing? Oui, s'il vous plaît. Mais sors, écoute... En don, qu'est-ce que je... Il ne dit pas un mot. Des chips. Ouais. Tenez. Mais sors, écoute. Faut les trier, hein. On n'a pas tout. Non, mais... OK? Merci. Allez, bonne semaine. Merci, vous aussi. En général, les bénéficiaires prennent le temps de boire une boisson chaude avant de partir. Un café? Non, un chocolat. J'aime mieux. Mais Serge et Sabrina ne s'attardent pas. Le couple vit dans cette maison HLM de Coulon, au cœur du Marais Poitevin, à une dizaine de kilomètres de Niort. Oui, mon doudou. Oui, mon bébé. On le met dans le congélateur là, chérie, ou dans le garage? Les produits frais distribués par les restos sont souvent proches de la date de péremption. Donc là, la date limite de consommation, c'est aujourd'hui. Donc on le met tout de suite au congélateur. Si on le met au frigo et qu'on le mange que dans 2 ou 3 jours, c'est même pas la peine de le manger, quoi. En plus, c'est du porc, donc... On va faire le désert, ça, d'ailleurs. Au congélateur. On va le manger ce soir. Ouais, mais le rôti, je crois que la date, c'est pire. Ah non, c'est aujourd'hui aussi. C'est aujourd'hui aussi, je vais mettre le... La date de consommation. Le couple vit avec 615 € de RSA par mois, plus les 200 € de pension alimentaire versée par le père des filles de Sabrina. Donc la surprise habituelle. Serge est en recherche d'emploi. La semaine dernière, il a envoyé des CV et il attend des retours. Alors, j'en ai bien reçu un ce matin. Complétez votre CV. À quoi j'ai postulé? J'ai les demandes, parce que j'ai fait tellement de demandes. Là, c'était pour être attaché commercial. C'est pareil, accusé de réception et candidature. Ça, c'était une gérance. Alors ça, c'est mon rêve. Si je pouvais avoir ça. Une gérance d'un bar, restaurant, même en campagne. Hein. Oh là là. À Niort, dans son restaurant, Serge avait 3 employés et gagnait environ 1500 € net par mois. Ouais, j'ai tout envoyé. Mais il a enfreint la loi en ne déclarant son personnel qu'à mi-temps. Contrôle d'URSSAF, fermeture administrative et très lourde amende. 72 000 €. 72 000 €, on m'a tout pris. Tout ce que j'avais dans le restaurant lui-même, tout. Tout ce que j'avais dedans. Tout, sans exception. Je me suis retrouvé sans rien.
Tout ce que tu connais. Il ne travaille plus depuis juin 2014 et il lui reste 3 000 € à rembourser. Ça veut dire porte-à-porte. Quant à elle, elle a enchaîné les boulots. Femme de ménage, serveuse ou encore soudeur. Mais ses douleurs au dos l'ont conduit à tout arrêter il y a 3 ans. Sans ressources, le couple a dû demander de l'aide. Avant, on avait besoin de personne pour gérer nos affaires. Les comptes, c'était fait, c'était boum, on savait, il y avait tant, ça restait tant, voilà. Aujourd'hui, on est obligé de rendre des comptes en plus de ce que l'on fait. C'est-à-dire, on a une assistante sociale à qui on parle, qui est au courant de notre vie dans tous les détails. Ça fait 3 ans qu'elle nous suit. Ouais. Et qui nous aide comme un infirme, sans critiquer l'infirme, mais qui nous aide, qui nous dit, ben voilà, on va faire comme ci, on va faire comme ça, on va faire ci, vous avez dépensé ci, vous avez dépensé ça. Désormais, Serge et Sabrina comptent tout, y compris l'argent de poche des enfants, passé de 5 à 2 € par semaine. Comme eux, les précaires qui rejoignent les Restos du Cœur sont de plus en plus nombreux. 950 000 personnes accueillies l'an dernier dans toute la France. Au Centre Horizon à Niort, dans ses locaux prêtés par la ville, Jacques reçoit de nouvelles demandes tous les jours. L'an dernier, il a inscrit 600 familles, 12% de plus que l'année précédente. C'est pour une inscription. Alors, qu'est-ce que vous avez comme document? Cette jeune femme enceinte vient de fuir son mari violent. Le foyer dans lequel elle est hébergée lui a fourni une lettre pour faciliter son inscription. D'accord. Donc actuellement, qu'est-ce que vous avez comme ressources? Le RSA. Vous êtes toute seule? Avec 2 enfants. 2 enfants, d'accord. Jacques a été plombier, magasinier, responsable commercial. Est-ce que vous avez un document où figure... À 71 ans, ce bénévole a pour rôle de vérifier les revenus des nouveaux arrivants. C'est quoi le barème? Je peux pas vous dire. C'est secret. C'est les barèmes qui nous sont donnés tous les ans par le national au prorata de la famille. En règle générale, une famille de 3 personnes ne doit pas dépasser 1 000 € de revenus par mois. Le patrimoine n'est pas pris en compte. Exceptionnellement, grâce à la lettre adressée par son foyer, la jeune femme deviendra bénéficiaire dès aujourd'hui. Mais elle devra présenter la preuve de ses ressources. Ah, attention à ne pas vous faire mal. Pour ceux qui dépassent légèrement le barème, les portes des restos ne sont pas fermées pour autant. Ils ont droit à certains services. C'est joli. Je les ai lavés hier, c'est bon? Parce que c'est pas lavé ce matin, non? Non, c'est bon. Le lundi matin, au Centre Horizon, il n'y a pas de distribution. Mais il y a salon de coiffure avec Elisabeth. Retraitée, elle a travaillé toute sa vie dans le secrétariat. Je dis pas que j'ai la technique, mais les personnes qui viennent sont contentes. Je fais uniquement la coupe, le brushing. Donc là, je remouille un petit peu les cheveux. Oui, puis auparavant, on choisit sur le catalogue. Hein, Quelle que soit la coupe, tout est gratuit. La dernière fois, je suis allé chez un coiffeur professionnel, ça remonte très loin, j'étais à Carnac. Donc il y a entre 9 et 10 ans à peu près, j'ai valu. En Bretagne, Jean-Claude était restaurateur, mais il a fait faillite. Aujourd'hui, à 68 ans, ce célibataire touche une retraite de 930 € par mois. Trop pour être bénéficiaire de l'aide alimentaire, mais on l'autorise à venir aux activités annexes. Voilà, donc là, je viens me faire chouchouter par Elisabeth. Voilà. On se rend compte, après avoir fréquenté les restaurants du cœur, la Croix-Rouge, enfin, toutes les opérations caritatives, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont tendance à se laisser aller, quoi. Donc, non, il ne faut pas ni sombrer dans la mélancolie, ni l'alcoolisme. Donc, il faut faire face. Hein. Quand j'étais à la Croix-Rouge, j'ai su après qu'il y avait quelqu'un qui m'avait appelé les 3 P. Parce que j'expliquais, je leur faisais un peu la morale, ceux qui faisaient là. Je leur expliquais qu'on peut être pauvre, poli et propre. C'est pas incompatible. Il m'avait baptisé les 3 P. Bon. Mais c'est très bien, c'est parfait.
Comme lui, une poignée de clients prend régulièrement rendez-vous avec Elisabeth. Kenavo, comme on dit en Bretagne. Kenavo à Vichal. À lundi. Au revoir. L'idée des restos, c'est aussi d'offrir du réconfort. Ça fait un bout que je t'ai pas vu. Ouais. Parmi les bénéficiaires qui en ont sans doute le plus besoin, il y a les mères de familles célibataires. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Pour ceux que j'ai pas vu, bonne année. Ça va bien? Les restos bébés, c'est un centre réservé aux familles bénéficiaires dont les enfants ont moins de 18 mois. Viens voir, bébé. Regarde, regarde copain. Une fois par semaine, elles sont accueillies par une douzaine de grand-mères bénévoles aux petits soins avec les bébés. Tu la prends 5 minutes, d'accord. Et pendant ce temps, les parents font leur marché dans la pièce d'à côté, accueillis par cette ancienne puéricultrice. Donc on va vous les donner. Alors, de la farine. Est-ce que vous voulez de la farine? Mais ça dépend de quelle farine. Du cacao, de la vanille? De la vanille, c'est mieux. Du cacao, c'est mieux. Ben, si elle est constipée, elle est constipée. On va pas le prendre du chocolat. De toute façon, il y a des fruits pour ça. À l'étage, les bénéficiaires peuvent aussi récupérer des vêtements qui proviennent des dons de particuliers. Allez, essayez et puis vous me remontez ce qui va pas. Florence, est-ce que tu veux venir à la table de l'accueil, s'il te plaît, parce qu'il n'y a plus personne. Merci. Marie-Claude, 60 ans, est la responsable du centre. Cette bénévole était mère au foyer. Elle a eu 3 enfants. Aujourd'hui, avec son équipe, elle s'occupe de 75 bébés et leurs parents. Bonjour, bonjour Ursula, vous allez bien? Et notre petite Shanika, je me trompe pas, hein? Au resto bébé, un bénéficiaire sur 3 est une mère célibataire. Un petit garçon, ouais, d'accord. Pour elles, le retour à l'emploi est souvent un casse-tête, car elles n'ont pas les moyens de faire garder leur enfant. Et alors après, pour la puce, après, comment tu vas te débrouiller? Parce que Odette est la maman d'un bébé de 7 mois. Elle aimerait bien reprendre le travail. Les crèches, c'est complet? Non, c'est complet. Je suis sur une liste d'attente et il y a 130 personnes devant moi. 130 personnes? Ah oui, devant moi. Oui. Sans contrat de travail, pas de crèche. Sans crèche, pas de travail. Un cercle vicieux que constate souvent Marie-Claude. Notre rôle, c'est ça, c'est de les accompagner. C'est une aide accompagnée, parce que l'aide alimentaire, voilà, c'est pour le nourrisson, mais la maman, elle a besoin aussi, parce que pour qu'un bébé soit épanoui, il faut que la maman le soit. Donc on va essayer de résoudre aussi tous les problèmes qu'elles peuvent rencontrer. On va essayer de les orienter, de les accompagner. Hein, ma poupée? Marie-Claude cherche surtout à sortir ces femmes de leur isolement. Il y a plus de film. À la fin de chaque mois, elle organise un goûter d'anniversaire. Je vais chercher la bougie. 4 bébés ont eu 1 an ce mois-ci. Chacun a droit à son cadeau. On va leur mettre là, on va les asseoir là. Ouais, vous les asseyez, les enfants, si vous voulez. Oh, c'est qui, Roxane? Tiens, ma puce, regarde. Bon anniversaire. Regarde, chérie. Les autres sont pas là. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, tous les enfants. Certaines familles n'ont pas l'habitude de voir du monde. C'est le cas de Magali avec son bébé Roxane. À 29 ans, elle est mère célibataire de 3 enfants. Elle ne travaille plus depuis la naissance du dernier. Ma famille, elle est loin et j'ai pas forcément les moyens de la rejoindre. Donc c'est vrai que toujours faire les choses tout seul chez soi, c'est un peu déprimant. Et là, le fait de partager des petits moments comme ça, on se sent moins seul. Donc ça redonne un petit peu de joie de vivre, quoi. Ça fait des bons moments pour eux, même s'ils sont petits, ça les épanouit quand même, ça les marque. C'est important pour eux, c'est important pour nous en tant que parents aussi. Ça revalorise un petit peu. C'est pas simple. Ouais. Mais toi, en tout cas, tu te régales. Hein. Non, pas. Marie-Claude, à la semaine prochaine. Et à plus tard. Je ne pensais pas, moi, quand je suis arrivée ici, qu'il pouvait y avoir autant de personnes en difficulté si près de chez moi. On les croise, mais on ne connaît pas.
Quand on voit les difficultés rencontrées, on s'est dit que quelquefois, nos propres difficultés sont légères. Et oui, ça nous permet d'être autrement dans la vie, peut-être, et de s'attacher différemment aux choses. Chez Serge et Sabrina, l'ancien restaurateur n'a pas perdu la main. Ça vient du Resto du Cœur. Ce sont des escalopes qui ont été congelées par le Resto du Cœur, qu'on m'a donné congelées. Les haricots verts, c'est partie des conserves. C'est pareil, ça vient du Resto du Cœur. Et les œufs, c'est pareil, ça vient du Resto du Cœur. C'est tout du Resto du Cœur. Serge fait les courses de temps en temps, pour la viande surtout. Mais grâce au Resto du Cœur, ses dépenses alimentaires sont passées de 450 € à 70 € par mois. À table, les filles! Maëva, 11 ans, et Maëlys, 12 ans, dînent toujours en premier. Et ils ont tous les soirs leur petite entrée. On essaye un peu de varier les repas. Vous arrivez à varier les repas? Ah oui. Ils mangent jamais la même chose. Pour les filles, les difficultés financières de la famille ont surtout eu des conséquences sur les sorties. Avant, on y mangeait au moins 3 ou 4 fois par semaine. Au restaurant? Oui. Et maintenant, non, des fois, on va être un mois sans y aller. La dernière fois, quand on avait été au Mulan, c'est ça? C'était quand on avait eu la prime de scolaire. Comme il nous reste toujours un peu d'argent sur la prime scolaire, là, on se fait un petit restaurant. Plus souvent, on va pour tous les 4. Plus souvent, on va au plat. Ah oui, au plat pays, après. Pendant 2 ans, Sabrina n'a pas dit un mot aux filles sur les Restos du Cœur, pour les préserver. Ils mangent dans les haricots verts. On mange toujours ce qu'on n'aime pas en premier. Puis un jour, il a bien fallu leur expliquer. Pourquoi on ne sera pas là à 7 h quand elles vont partir à l'école, etc. Il fallait leur dire. Et on n'a pas, tant qu'ils ne nous posaient pas la question, ça nous arrangeait. Le jour où ils nous ont posé la question, il a bien fallu leur dire. On leur a dit à quel point c'était important le Resto du Cœur. C'est aujourd'hui, ça fait vraiment partie de notre vie. Pour venir en aide à ces personnes dans le besoin, il faut une organisation bien ficelée. Voilà. Ouais, mais ça y est, Richard, ah ben là, je suis chaud. Là, il est chaud, c'est parti. 2 fois par semaine, une joyeuse bande d'une vingtaine de bénévoles gère la logistique sur le département. Dans cet entrepôt, loué par l'association, 380 tonnes de nourriture sont stockées et seront redistribuées aux 20 centres des Deux-Sèvres. Aux commandes, Bernard Attention derrière. et Bernard. Là-bas ou là-bas? C'est un peu la ruche. À Bernard, ici, il y a tout. Il y a des, en bénévole, il y a des chefs d'entreprise, il y a des cadres supérieurs, des routiers, des salariés, il y a de tout. Je pense que c'est ce qui fait qu'on s'entend tous bien. Environ un quart des produits est fourni par l'Union européenne. Le reste, comme cette palette de lait, est acheté par le siège des restos avec l'argent des dons. Tu mets 2 briques, Marcel. 2 briques. « 18 000 repas sont prévus cette semaine. 7 kilos d'orange et c'est tout bon pour ici. Les 2 Bernard étaient tous les 2 cadres supérieurs, l'un dans l'informatique, l'autre dans les mutuelles. Aujourd'hui, ils gèrent les commandes et ce n'est pas toujours facile. Je me suis raté une fois. Une semaine, ils n'ont pas eu de produits frais dans les centres. Et puis ma pomme. Hein. On l'aura pas dit. C'est dur à vivre pour vous, ça? Ah, ça, c'est chiant, oui. Ouais, il a fait choquer un peu. Ah ouais. Il a fait la tête pendant 2 jours. Ah ouais, non, mais vous vous rendez compte? Enfin, je veux dire, c'est pas dramatique, mais ouais, j'ai été emmerdé, oui, c'est clair. Mais ça, et puis, alors maintenant, quand je fais la commande, je vérifie 3 fois que c'est bien passé. Les stocks
sont complétés par des dons qui proviennent de supermarchés de la ville. Chaque matin, avant l'ouverture de cette grande surface, les salariés passent les rayons au peigne fin. Ils retirent les produits qui ne peuvent plus être vendus. Alors dans ce cas-là, vous avez deux types de produits. Vous avez déjà tous les produits qui arrivent en date du jour. Et ensuite, vous avez tous ces produits en fait, qui ont été retrouvés délotés dans les rayons, qui ont encore 3 semaines de date. Mais bon, l'emballage a été cassé, il en manque un. Du coup, on les donne aux associations ce matin. La loi sur le gaspillage alimentaire vient d'être adoptée. Les grandes surfaces vont désormais devoir donner leurs invendus aux associations caritatives. Cet établissement le fait déjà depuis 9 ans. Tiens Bruno, je te ramène d'autres. Ouais, mais celle-là. Il faut dire qu'il est plus économique de donner que de jeter. Détruire une tonne de déchets coûte 140 €. Grâce aux dons, le magasin économise plus de 20 000 € par an. En prime, il bénéficie d'une réduction fiscale en fonction du volume de produits donnés. Bonjour monsieur. Ouais, toi? Ouais, impeccable. Les Restos du Cœur s'approvisionnent ici 2 fois par semaine. On appelle ça faire la ramasse. C'est rare. J'ai rarement vu autant de... C'est bien parce que ça va jusqu'en 2017. On a eu des galettes des rois. La saison commence à se terminer. Quelques galettes des rois, des brioches. Quelquefois du foie gras. Ouais, c'est rare. Aujourd'hui, pas de foie gras, mais 530 kilos de marchandises qui seront distribuées le jour même à Niort. Dans les campagnes, la ramasse est un peu différente. Didier et Dominique s'occupent d'un petit centre de distribution, à une 30aine de kilomètres de Niort. Chaque jeudi, ils empruntent un véhicule municipal pour faire la tournée des commerçants du coin. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez du pain pour la Restos du Cœur? Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Allez, merci, au revoir, bonne journée. À bientôt. Au revoir. Ils m'ont demandé ça depuis plusieurs années en fait, et c'était comme une évidence en fait de donner le pain, sachant que nous en fait on donne le pain qui nous reste le mercredi, donc de toute façon c'est perdu, et c'était évident de le donner au Restos du Cœur en fait. Le village de Dominique n'est pas épargné par la précarité. La Motte-Saint-Thérèse, commune rurale de 1800 habitants, abrite l'un des plus petits centres des Restos du Cœur des Deux-Sèvres. Il n'est ouvert qu'un après-midi par semaine. C'est physique? C'est physique, oui, ça fait un peu, ça fait buffer un peu. Ça fait quoi? Ça fait buffer, on parle pas trop un peu chez nous. On souffle. Bon Didier, j'y vais tout à l'heure. Hein. Ouais, ok. Le centre s'est installé dans une ancienne gendarmerie qui appartient aujourd'hui à la mairie. Café, bonjour messieurs, dames. Ici, personne ne patiente dans le froid. Pour accueillir les 25 familles bénéficiaires, il y a une salle d'attente. Le café parce qu'il passe pas très vite. Et il y a surtout Annie, bénévole depuis 15 ans. En attendant que le café se fasse, je vous offre des brioches. Voilà. Oui. Tiens, tu en veux? Tu n'en veux pas? Tu n'es pas à l'école aujourd'hui? Non, elle sort de la grippe. Ah, t'as eu la grippe. C'est sûr que tu veux pas? Dans ce centre de campagne, tout le monde se connaît. Il y a Bernard, 60 ans, qui travaillait à l'abattoir. Jérôme, 44 ans, qui touche l'allocation adulte handicapé. Ou encore Charlotte, 21 ans, qui vient de rater son permis conducteur de bus. Pour la distribution alimentaire, il faut passer dans la pièce d'à côté. Bonjour. Bonjour. Les familles y sont reçues une par une. Merci bien. Est-ce que vous voulez des soupes? Oui.
Mais toi, tu manges pas. Est-ce que tu veux ça? Tu veux des chips? Non? Tant pis, bah, papa et maman les mangeront. Voilà. Derrière son comptoir, Véronique, 44 ans. Non plus? Oh, je vais t'en mettre quand même. Elle est là tous les jeudis depuis 10 ans. Et à force, c'est vrai qu'on les connaît bien et en fin de compte, c'est comme une autre famille, quoi. Quand on vous reçoit, c'est vrai que c'est un peu des amis. Vous les voyez en dehors parfois? Non, enfin on peut se croiser dans la rue, mais après je vais respecter leur vie. Parce que je vais pas leur dire vous me connaissez, je suis au Resto du Cœur, vous venez. Non, par rapport aux autres habitants, par rapport aux autres personnes qui sont autour, elles n'ont pas à savoir qu'ils viennent au Resto du Cœur. De la discrétion à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout se raconte. Alors, vous avez besoin de quelque chose? Non, c'est pas de café, enfin, je refais pas une cafetière. Annie ne se contente pas d'apporter l'aide alimentaire. Ça va, Charlotte? Ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux? Vendredi dernier. Vendredi dernier? L'ancienne aide à domicile écoute et conseille. Ben oui, mais Là, enfin je l'ai quand vu en même. larmes, je l'ai pris dans les bras. Elle vient d'apprendre que la sœur de Charlotte a eu un accident de voiture. Il y a quoi, même pas 6 mois, son copain qui a Ah, eu un ben, accident. je m'assois parce que ça me... ça me fait quelque chose, ma pauvre Charlotte. Mais il faut que tu te remontes. Faut pas... Maintenant, c'est passé. Ah non, mais c'est passé, mais bon. Annie a aussi pris l'habitude de marquer au tableau les offres d'emploi qu'elle trouve dans les journaux. Vous pourriez envoyer un CV là-bas? Oui. Quelquefois, ça peut toujours être bon. Vous avez quand même de l'expérience là maintenant? Un peu, oui. Bah oui. Alors... Mais parfois, elle se sent démunie. Je connais un père de famille, il ne cherche pas du tout. Il ne cherche pas du tout. Il croit que la vie va découler comme ça, mais... Moi j'appelle ça de la tristesse. Hein. Mais on n'a pas le droit de dire à l'homme, remue-toi, tu vois bien qu'il faut que tu travailles pour tes enfants. On n'a pas le droit, nous, de le dire. On est là pour accueillir, pour réconforter, pour orienter, pour donner des adresses, mais on n'a pas le droit de booster les personnes. C'est pas notre rôle. Et on n'a pas le droit de le faire. Dans le village, Véronique est la seule bénévole à ne pas être retraitée. Elle jongle entre les restos du cœur et ses 300 chèvres. Allez encore. À partir du moment où la porte des restos se ferme, il faut savoir fermer sa porte à soi aussi. Il faut bien faire la différence, sinon on ne vivrait plus. Donc forcément, il y a des histoires qui nous touchent plus que d'autres. Mais ces histoires-là, je les entends, je les ressens. Mais après, non, la porte se referme. Il faut se protéger aussi. Cheyenne, ça suffit. Elle travaille ici avec son mari Jean-Philippe 365 jours par an. Moi, j'ai pas de temps à consacrer au Resto du Cœur, mais j'encourage vivement à le faire, tant qu'il aura la motivation. Véronique est née tout près d'ici. À l'âge de 3 ans, elle a été placée à la DAS, puis confiée à une famille d'accueil, car il n'y avait ni eau courante, ni électricité chez elle. Ses parents n'avaient pas les moyens de payer. Ça a forgé son caractère. Merci. J'ai toujours été vers les gens qui m'étaient mis à part. Ouais. Moi, j'ai toujours détesté ça, qu'on puisse juger quelqu'un par son apparence ou par son physique. Non, ça, non. Parce que c'est facile, quoi. C'est facile de dire, ouais, t'as vu comment elle est sapée. Enfin, d'abord, essaye d'imaginer sa vie et vois ce qu'elle a en elle. Et après, oui, tu peux juger. On ne peut pas non plus nier qu'il y a de la cistana, c'est clair. Mais après, s'il n'y en avait pas, ils feraient quoi, ces gens-là? Enfin voilà, ils seraient dehors.
C'est tout. Donc est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que la population qui n'a pas les moyens de se payer un loyer, de s'offrir à manger, soit dehors? Moi, c'est vrai que si je pouvais, ouais, je leur donnerais plus. C'est vrai que... Vous leur donneriez quoi? Du travail, déjà. Parce que c'est ce qu'ils ont besoin, tous ces gens-là. Les Restos du Cœur ne se contentent plus de donner à manger. Ils aident quelques bénéficiaires à se réinsérer. Philippe, 59 ans, vit dans cette petite maison qu'il loue 400 € par mois. C'est la connaissance de mon chien. Bonjour Fidèle, dis bonjour. Pendant 23 ans, il a été son propre patron, producteur de lait dans une exploitation agricole. La photo trône encore dans sa cuisine. Alors ça, oui, c'est les bâtiments de la ferme, une vue aérienne, quoi. À une époque, Sa famille était installée depuis 5 générations. Et là, c'est mes parents, dans le Bourg-d'Olonne, 1 an après leur mariage. Ils élevaient des animaux. Hein. Vous gagnez bien sa vie en tant qu'agriculteur à l'époque? Ah oui, à l'époque, oui. Victime d'un accident du travail, il a dû se séparer de la ferme. Jusqu'en juin dernier, il ne vivait que de petits boulots. La traite des vaches du voisin le soir. Un coup de main au marché aux bestiaux le mardi. C'était dur, très dur. Très dur de faire les courses. Il faut y faire attention. Hein. Oui. Puis il ne fallait pas faire d'excès avec la voiture. Hein, parce que c'était pas celle-là à l'époque. Hein. Mais non, l'essence, c'était... Non. On était obligé de, comme on dit, serrer les boulons. Mais il y a 6 mois, les Restos du Cœur lui ont proposé un contrat. 24 heures par semaine pendant 2 ans. Il travaille sur ce chantier d'insertion, géré par l'association, et gagne 900 € par mois. Celui-là peut-être, mais j'ai peur que ce soit pas très gros. Les légumes cultivés sont distribués aux bénéficiaires des Restos du Cœur. On a au moins l'impression d'être utile à quelque chose. Si ça rend service à ceux qui sont dans le besoin, c'est déjà important. Dans le département, 14 personnes bénéficient de ce programme d'insertion, baptisé les Jardins du Cœur. Quand on ne fait rien, on est plus fatigué à rien faire quand on vend quelque chose. Et quand on est au chômage, on a tendance à se laisser aller un peu. Aussi, oui. Aussi. On se laisse aller. Après son CAP de maraîchage, Gérald, 26 ans, n'a jamais trouvé d'emploi. Quant à Cynthia, 36 ans, 2 enfants, elle aimerait trouver une activité dans les espaces verts. Moi, ça m'a permis de reprendre une vie sociale. Parce que comme j'étais mère au foyer, toute seule à la campagne, sans permis, c'était pas facile. Donc une activité, de côtoyer des gens, de se faire des amis, et puis remettre un pied dans le monde du travail. Gérald, vous pouvez venir, on va faire un peu le point. Les bénéficiaires sont suivis par une éducatrice spécialisée, salariée des Restos du Cœur. Tenez, entrez dans le bureau. Tenez, allez-y. Oh, merci. Elle les aide à développer un projet professionnel et à reprendre confiance en eux. On va revenir un petit peu sur l'immersion. Donc vous souhaitez aussi à un moment faire un stage dans le bois? Oui, en menuiserie. En menuiserie. Ce qui est pas... Ouais. Est-ce que vous avez commencé éventuellement à réfléchir à des entreprises qui pourraient vous intéresser? Plutôt bon élève, Gérald pensait pouvoir trouver un employeur. J'ai mon sapé, je vais dire quasiment haut la main. Et je me suis dit, je vais trouver un patron, je vais faire ce que je veux. Et puis en fait, à la fin, ça m'est un peu retombé dessus. Et du coup, j'ai remarqué que ça se passait pas comme prévu. Et c'est là où j'ai perdu confiance en moi. À force d'échecs, tout le temps, elle a diminué. À la fin, quand t'es au fond, t'es au fond. Respect qu'à rebondir. Tout à fait. Ça peut arriver à tout le monde, hein, c'est ce qu'on dit aux gens. Pour l'instant, c'est eux, mais peut-être que ça peut être nous.
Ça peut être vous aussi, c'est pas non plus réservé à ce qu'on croit, à des gens qui sont déficients ou autres. Non, je pense que personne n'est à l'abri maintenant de tomber, d'avoir besoin d'un chantier pour rebondir. Lors des recrutements, il nous arrivait d'avoir des architectes ou des gens, effectivement, qui avaient des bac+3. Bon, bah, Gérald, je vais vous raccompagner. D'accord. Donc, je vous laisse. Après 2 ans maximum passés au Jardin du Cœur, 80% des bénéficiaires trouvent un emploi stable. En attendant, dans le département, ils permettent à l'association de distribuer chaque année 20 tonnes de légumes supplémentaires. Abdou a vu le jour il y a tout juste une semaine. Sa maman, Aminata, est une Sénégalaise de 33 ans, sans papier. Elle parle à peine français. Bonjour madame. Bien qu'en situation irrégulière, Aminata a pu accoucher gratuitement. Je passe voir si tout va bien. Je suis Anne-Sophie, la sage-femme. On ne s'est pas encore vu. Elle bénéficie de l'aide médicale d'État, un dispositif spécial pour les sans-papiers, présent sur le territoire depuis plus de 3 mois. Il faut bien donner le sein au bébé. La tête, ça tourne? Non, ça va. Mal, quelque part? Petit. Ça? Aminata et son bébé auraient dû quitter la maternité il y a 4 jours. Mais ils sont sans abri. L'établissement se sent dans l'obligation de les garder. On ne peut pas mettre une patiente dehors avec son nouveau-né. Donc on a notre côté humain qui nous dit oui, il faut les garder à tout prix. Mais on a notre côté soignant qui se dit l'hôpital n'est pas un hôtel. L'hôpital, ça coûte cher, c'est des journées d'hospitalisation complètes. Donc c'est pas l'idéal de les garder hospitalisés. C'est très compliqué. La question est très délicate. Allez, à plus tard. Ok. Une situation qui peut peser sur le budget de l'hôpital. La sécurité sociale verse un forfait moyen de 3 500 € à la maternité pour chaque accouchement. 3 jours d'hospitalisation. Mais au-delà de ce délai standard, elle ne règle plus qu'une quarantaine d'euros par jour. Comme Aminata, 4 mères sans domicile accouchent en moyenne chaque semaine dans cette maternité publique de Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France. Des migrantes sans papier pour la plupart. Comment l'hôpital fait-il face à ces patientes de plus en plus nombreuses? Et comment les prendre en charge quand elles n'ont ni revenus, ni couverture sociale? Que faire de celles qui n'ont aucun endroit où aller après leur accouchement? Comment financer leur séjour qui s'éternise? Pour faire face à ces situations de grande précarité, la maternité emploie 4 assistantes sociales. Leur rôle est notamment d'aider les mamans à trouver un toit au plus vite. Bon, comment ça va? Ça va. Ça va bien? Bien. Et l'accouchement alors? Oui, ça va. Ça s'est bien passé? Ok. Comment il s'appelle, bébé? Le cousin d'Aminata fait office de traducteur. Vendeur à la sauvette, il est lui aussi en situation irrégulière et n'a pas de quoi l'héberger. Vous lisez pas le français? Non. Non. Aminata est tombée enceinte peu après son arrivée en France il y a 1 an. Elle avait un visa touriste qui a aujourd'hui expiré. Depuis, elle était logée chez sa sœur et dormait dans son salon. À partir de l'hôpital. Ta sœur, elle a 3 enfants. D'accord. Elle a 2 pièces, elle ne peut pas garder elle avec son enfant. Ok. Et papa, il habite où? Le papa du bébé? Donc, le papa du bébé, il n'est pas ensemble avec elle pour l'instant. D'accord, mais il est en France. Ouais. Il est... Ok. Mais est-ce qu'il y a un projet d'être tous les 3 ou pas? Non, ou bien que madame et bébé? Ouais. Que tous les 2? Madame et bébé. Ok, d'accord. Le père d'Abdou, lui, est français. Il a reconnu l'enfant qui a obtenu la nationalité de plein droit. Sa mère n'est plus expulsable et pourra obtenir une carte de séjour d'une durée d'1 an. En attendant, il faut trouver à se loger. Et Aminata n'a d'autre solution que d'appeler le 115, le numéro d'urgence sociale. Elle a un peu stressée. D'accord. Depuis qu'elle a accouché, oui. toute la semaine,
Il a appelé à 115. Et le 115 n'a jamais envoyé un message, Il n'a rien? jamais envoyé un message, il n'a jamais réagi. D'accord. Rien. Tant qu'il n'y a pas de réponse du 115, il n'y a pas de sortie? Non. On est d'accord? Ouais. Ok, très bien. Pour libérer le lit au plus vite, l'assistante sociale s'empresse elle aussi de contacter le 115. On a créé une fiche pour les sorties d'hospitalisation des femmes avec bébé. Donc je mets en pièce jointe et j'envoie directement au 115. Même avec ce contact privilégié, aucune garantie d'obtenir une place. Comment ça se fait justement qu'une maman qui vient d'accoucher soit pas forcément prioritaire? C'est pas qu'elle n'est pas considérée comme prioritaire malgré qu'il y a un nourrisson, c'est juste qu'il n'y a pas de place. Les lits bloqués par les femmes 115, comme on les appelle ici, sont un casse-tête logistique et financier pour l'établissement. Nicolas Boyer gère le planning des chambres. Il est sage-femme. Il doit s'assurer qu'il y a des lits disponibles pour les accouchements à venir. Oui, Nicolas. Oui, tu peux me faire le point de ce que tu as en salle et en pré-travail? Nous avons 6 patientes en salle, dont une accouchée qui du coup va monter dans une demi-heure. Donc la salle est pleine, 3 dames au pré. Ok, merci Ombline. À tout à l'heure. Salut. Donc là, on est juste en termes de lit. Il est 16h30 et il nous reste 3 lits jusqu'à demain matin. Nicolas Boyer au téléphone. Il prévient immédiatement la direction de l'hôpital. Si plus de 3 nouvelles patientes se présentent d'ici ce soir, la maternité va devoir déclencher un délestage, c'est-à-dire orienter les patientes vers d'autres établissements. Donc, à mon avis, on risque de redéclencher un délestage dans la soirée si ça continue à se remplir. Un mois plus tôt, une quinzaine de lits sur les 63 de la maternité étaient occupés par des femmes sans domicile. Les délestages étaient presque quotidiens. On a eu 3 patientes qui étaient au-delà de 50 jours, qui sont sorties au-delà de 50 jours, dont une est sortie au-delà de 68 jours. Donc c'est comme si elle a passé 3 mois à la maternité. On a eu 6 patientes au-delà de 20 jours. Et sur le total de patientes qu'on a eu, on a eu 27 patientes qui de toute façon sont sorties en dehors des délais. C'était critique parce que quand vous avez une grande partie de vos lits qui sont occupés par ces patientes, du coup, vous ne pouvez plus répondre à votre mission qui est d'accueillir toutes ces autres patientes qui arrivent. Et bien, du coup, l'hôpital, lui, est moins rémunéré par rapport à ces patientes. Ces séjours représentent un manque à gagner pour l'hôpital. La direction de la maternité est incapable de le chiffrer, mais elle assure que l'établissement parvient quand même à rester à l'équilibre. Pour les suivis de grossesse, il arrive aussi que certaines patientes n'aient aucune couverture sociale, pas même l'aide médicale d'État accordée aux sans-papiers. C'est le cas d'Alina. Elle a fait une demande, mais n'a toujours pas de réponse. En attendant, elle doit faire suivre sa grossesse. Elle est enceinte de 8 mois. Cette Ivoirienne de 29 ans dit avoir fui son pays il y a 1 an pour éviter à sa fille aînée de se faire exciser comme elle. Ça va, vous y arrivez? Hein? Oui, ben c'est les ligaments, ça tire à l'intérieur. Il est temps que ça s'arrête et que le bébé arrive, hein? Son mari est ivoirien lui aussi. Ils vivent dans un hébergement du 115 et sont tous les deux en situation irrégulière. Il va bien, ce petit bébé? Il fait encore la fête? Ça vous rassure, hein? C'est bien. C'est bon, moi j'ai terminé, vous pouvez vous relever. Allez, c'est dur, ça va? Vous avez besoin d'aide? Aujourd'hui, c'est la dernière consultation avec moi. Que je vois. En attendant d'obtenir l'aide médicale d'État, toutes ces consultations, ces échographies et ces médicaments sont quand même pris en charge. La maternité lui délivre des bons de gratuité pour les soins, des bons passes. Je vais vous refaire une ordonnance avec le bon pass. Ils sont financés par le ministère de la Santé. Pour aller à la pharmacie, pour la gratuité. L'hôpital de Saint-Denis a ainsi reçu une enveloppe de 770 000 € l'an dernier. 7 fois plus qu'un établissement de taille comparable dans les Yvelines, par exemple, un département moins défavorisé. Il y a des priorités.
Hein? Et pour venir, le jour de l'accouchement, comment vous allez faire? Si la douleur commence... Vous avez quelqu'un qui peut quand même vous emmener en voiture? Non, je n'ai personne. Vous appelez les pompiers? Oui. Hein? Bon, faut savoir que si vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour la naissance du bébé, on a quelques vêtements, nous, ici. Hein? Si c'est positif. Aucun hôpital public n'a le droit de refuser de prendre en charge des patientes sur le point d'accoucher, quel que soit leur statut ou leur revenu. Ça fait mal. Souvent, tout là me fait mal aussi. Ouais. Ces consultations permettent d'éviter les complications qu'il faudrait gérer de toute façon. Quand on peut avoir un suivi normal, ça permet aussi d'éviter des grossesses avec des accouchements prématurés, de découvrir certaines maladies, d'éviter aussi des césariennes en urgence. Et si on peut faire quelque chose pour eux, c'est important. C'est la dignité. Nous, on a la chance d'avoir ça dans notre pays. Je crois que les gens ne se rendent pas toujours compte de la chance qu'on a d'avoir ça dans notre pays. Ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle et bonne fin de grossesse. Hein, faites bien attention à vous. Bonne fin de journée. Bon courage. Tenez, je vous rends votre dossier. Vous allez le porter au bout. Allez, au revoir. Les femmes qui vivent dans des conditions précaires ont 2 fois plus de risques d'accoucher prématurément. Kadi est une femme 115. Elle a failli faire une fausse couche à 5 mois et demi de grossesse. Cette Ivoirienne de 34 ans dit avoir quitté son pays avec son compagnon pour échapper à sa famille qui voulait la marier de force avec un autre homme. Ils sont arrivés illégalement en France il y a 6 mois sur un bateau de fortune depuis le Maroc. Kadi ne le savait pas encore, mais elle était déjà enceinte. Le couple a ensuite dormi à même le sol dans les stations de RER. Les premiers mois de grossesse, t'es tellement fragile que t'as pas envie de manger, tu veux dormir seulement, uniquement dormir. Mais à chaque fois, tu te réveilles un sursaut, au moindre geste, tu te réveilles. J'avais peur. J'avais pas de joie. Je me disais mais qu'est-ce que j'allais devenir? Il y avait ça aussi. Non. J'étais heureuse d'être enceinte, mais à la fois amère au fond. Kadi et son compagnon ont fini par obtenir un hébergement d'urgence et ont déposé une demande d'asile. Mais sa grossesse a été fragilisée par ces mois d'errance. Il y a 2 semaines, sa poche des os s'est fissurée. Le bébé n'était pas encore viable. Ça va? Ouais. Est-ce qu'il y a des contractions? Non. Alors, on a fait la prise de sang, il y a un tout petit... Après un traitement de quelques jours, Kadi aurait pu rentrer chez elle avec la visite quotidienne d'une sage-femme. Mais faute d'un hébergement convenable, le docteur Bounan, le chef de la maternité, a préféré la maintenir hospitalisée, quitte à immobiliser un lit. On vous a gardé parce que c'est très important les premiers jours d'être sûr que l'accouchement ne se déclenche pas. Mais, et je crois que vous en aviez très peur au départ. C'est pas que la peur elle a disparu, mais aujourd'hui, il y a un peu de confiance par rapport aux jours passés. Ben, bien sûr, mais vous avez raison. La science vous donne raison en tout cas, puisqu'on sait que plus le temps passe et plus il y a des chances que ça tienne longtemps. Une dame qui risque d'accoucher prématurément, on le sait. Au bout de quelques jours, si elle est stable et qu'on sait qu'elle a un logement avec des proches, un logement propre, où elle a le téléphone, où elle a des transports en commun à côté, on va avoir tendance à la faire sortir en toute quiétude. La même patiente qui serait SDF, c'est inconcevable de la laisser retourner à la rue avec sa pathologie. C'est inconcevable médicalement. Notamment si on veut donner des chances de survie à cet enfant. À plus tard, madame. Oui, à plus tard. Le service du docteur Bounan a accueilli près de 400 femmes 115 l'an dernier. Il est à la tête d'une équipe de 18 médecins qui travaillent souvent plus de 60 heures par semaine. On se prend le temps de prendre un petit café, mais rarement plus. Alors... Ce gynécologue obstétricien a quitté il y a 6 ans un poste dans une prestigieuse maternité parisienne pour venir soigner le public précaire de Seine-Saint-Denis. Oui, parlons de ton enfant. Elle a rendez-vous le 9 en anesthésie.
Parce qu'on l'avait pas ce matin. Ouais. Mais c'est une dame qui est non francophone et malheureusement l'accompagnant qui doit traduire est aussi non francophone. C'est plus facile de soigner des gens qui ont un haut niveau d'instruction, c'est plus facile de soigner des gens qui ont un accès facile aux soins, à la sécurité sociale, c'est plus facile de soigner des gens qui parlent parfaitement français, qui vont comprendre l'information médicale. Il faut prendre le temps, des fois on a besoin d'interprètes. C'est une masse de travail en fait supplémentaire due à cette population. Mais c'est aussi ce qui rend le métier formidable ici. Moi, je viens bosser le matin, je suis content parce que je sais que à la fin de la journée, on aura rendu service pour de vrai. Parce qu'un jour, il était... Tu sais, on avait mis... Kadi, l'ivoirienne dont la poche des os était fissurée, a finalement accouché à 6 mois de grossesse. Son bébé, grand prématuré, n'a pas survécu. Aminata, la jeune mère sénégalaise en attente d'un hébergement d'urgence, a enfin reçu une réponse du 115. Il y a une place pour elle. Son cousin doit l'accompagner avec son fils Abdou. Lala, elle est tranquille maintenant. Mais avant, elle est un peu stressée. Au total, Aminata et Abdou sont restés 8 jours à la maternité. 5 de plus que la durée de séjour standard. Je viens vous donner les derniers papiers avant la sortie. Vous avez bien eu l'adresse du 115? C'est bon? Vous l'avez par texto, c'est ça? Ok. Ensuite, le carnet de santé. À chaque fois que vous allez quelque part avec votre bébé, prenez quand même le carnet de santé, on ne sait jamais, encore plus à la PMI et chez le pédiatre. Ouais, d'accord? Il y a toute sa vie là-dedans. Ok. C'est bon? Oui. Merci beaucoup. Au revoir. Ce n'est probablement pas la dernière fois qu'Aminata rassemble ses affaires dans des sacs. Les logements proposés par le 115 ne sont que provisoires et les familles sont régulièrement déplacées d'hôtel en hôtel.